C'est un nouveau conflit dans la guerre en Syrie qui dure depuis près de 9 ans maintenant. Les accrochages se multiplient en ce moment entre les forces syriennes et les soldats turcs présents dans la région d'Idlib. Hier encore, 5 militaires turcs ont été tués. Tout à l'heure, c'est un hélicoptère du régime qui a été abattu. Soutenu par l'aviation russe, le régime de Bachar el-Assad tente de reprendre cet ultime bastion aux mains des forces rebelles et djihadistes. Ces combats ont déjà poussé depuis 2 mois, depuis fin décembre, près de 700 000 personnes sur les routes. L'ONU dénonce une situation humanitaire catastrophique. On va en parler avec nos invités ce soir. Sophia Amara, en duplex de Beyrouth, grand reporter, auteur de Baghdadi, calife de la terreur aux éditions Stock. Sophia Amara, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et le général Dominique Trinquant, en plateau, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies de 2002 à 2004, puis de 2006 à 2008. Bonsoir également, merci d'être ici ce soir. J'aimerais d'abord qu'on écoute le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Il a menacé tout à l'heure Damas au lendemain de la mort des 5 soldats turcs dans la région d'Idlib. Le régime a reçu un sérieux châtiment, surtout à Idlib. Mais cela ne suffit pas. Il y aura une suite. Car plus ils attaqueront nos militaires, plus ils le paieront cher. Très cher. Sophia Amara, tout d'abord, que signifient ces menaces du président turc? Est-ce qu'il faut craindre un affrontement direct entre les armées turques et syriennes? Écoutez, un affrontement direct et une escalade de la violence est peu probable. C'est assez rare que ces deux forces se soient affrontées sur le terrain durant ces 9 années de conflit. Par contre, ce que veut dire Erdogan, c'est qu'il est déterminé à tenir donc les zones d'observation et de présence qu'il a en Syrie, pour les raisons que l'on sait, à savoir notamment empêcher un flot, une nouvelle vague de migrants au cas où il y avait une offensive majeure dans la zone d'Idlib. Et donc, voilà, il est déterminé, mais ça n'a pas empêché les Syriens de faire ce qu'ils avaient à faire. Et ils ont repris aujourd'hui, malgré les menaces et la réplique sanglante turque, ils ont repris aujourd'hui, c'est une grande victoire pour eux, le dernier tronçon de la fameuse autoroute M5, M5, qui reliait le sud du pays au nord du pays, à savoir la Syrie. Dominique Trinquant, le fait que la Russie soit impliquée également dans ce conflit, la Russie qui soutient cette offensive de Bachar el-Assad, ça va éviter justement un tel scénario de confrontation directe entre les armées turques et syriennes? Alors, le premier point, c'est que la confrontation a déjà lieu. Un hélicoptère syrien abattu, des soldats turcs tués, des soldats syriens tués. Donc la confrontation est là, simplement elle n'est pas à un niveau très très élevé. Je pense qu'il faut refaire un petit peu de chronologie simplement. Se souvenir que Idlib est le dernier combat pour Bachar el-Assad. Pourquoi? Parce que il a pris Alep et il a pris la Ghouta, en fait ça s'est toujours terminé par une négociation avec évacuation vers Idlib. Le problème c'est que de Idlib, la seule évacuation possible, j'allais dire, c'est la Turquie. Et évidemment les Turcs n'en veulent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait un accord entre la Turquie et la Russie, avec des postes d'observation turcs qui ont été mis en place à Idlib, de façon à ce que la Turquie arrive à désarmer, à transformer les milices djihadistes qui étaient présentes, de façon à ce que Bachar el-Assad puisse le reprendre. Or, ce travail n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Turcs veulent empêcher les réfugiés, bien sûr, de venir en Turquie. Au passage, on récupéré un certain nombre de combattants syriens pour les mettre dans les poches kurdes, vous savez, la fameuse zone tampon où ils ont évacué les Kurdes et où se sont mis en place des Syriens qui venaient d'Idlib, qui ont été mis en place par les Turcs, voire utiliser des combattants djihadistes syriens pour aller en Libye. Et je pense que la limite de l'action d'Erdogan, plus que le combat avec les Russes et avec Bachar el-Assad, c'est la population turque. Parce que l'aventurisme du président Erdogan, à l'intérieur de la Turquie, n'est pas très apprécié. Or, comme vous le savez, il a perdu un certain nombre d'élections municipales
Alors bien sûr, les prochaines élections sont dans assez longtemps, mais il ne peut pas se permettre vis-à-vis de sa population d'avoir trop de pertes. C'est pour ça que je pense qu'il ne va pas arriver à une confrontation majeure à Idlib, parce que là, il y aurait des soldats turcs qui seraient tués. Et ceci, ce qui a déjà été le cas ces derniers jours. Mais à un nombre plus important, et ce qui pourrait créer un problème en Turquie. Sofia Amara, ces accrochages auxquels on assiste depuis plusieurs jours, finalement, est-ce qu'ils étaient prévisibles avec cet accord russo-turc, on vient de l'évoquer ? Eh bien, oui, parce que l'accord russo-turc, d'un côté, la Turquie ne l'a pas respecté, d'une part, et que par ailleurs, les protagonistes, enfin les deux principaux... Est-ce qu'elle pouvait le respecter réellement ? C'est-à-dire la Syrie... Ben non, pas vraiment. Et de toute manière, la Syrie et la Turquie ont des objectifs qui sont difficiles à accorder. Les uns, à savoir la Turquie, a tout l'agenda qu'expliquait votre invité, mais que par ailleurs, qui ne veut pas se retrouver face à un nouveau flot de réfugiés. Et de l'autre côté, vous avez la Syrie qui tend et qui cherche à récupérer, à reprendre le contrôle de tout son territoire. La Syrie, aujourd'hui, contrôle 70% environ de son territoire nationale, mais elle tente aujourd'hui de recontrôler les parties restantes, à savoir Idlib, puisque c'est la dernière grande bataille du régime syrien pour reprendre le contrôle de tout le pays. Et en cela, Moscou la soutient complètement, même si Moscou, évidemment, est un peu l'arbitre, puisqu'il, d'un côté, la Syrie est son allié, enfin, il est l'allié de la Syrie, mais dans le même temps, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une déflagration ou à une escalade majeure entre les Turcs et les Syriens. Et on se dirige finalement vers une sortie des soldats turcs du territoire syrien. Ce serait la seule issue possible aujourd'hui quand on voit ce qui se passe ? Oui, je crois que c'est la seule issue possible. Je le répète parce que le président Erdogan ne veut pas arriver à une confrontation dure en déployant des troupes importantes en Syrie. Deuxième point, aujourd'hui, on voit bien que le dialogue entre Moscou et Ankara sur ce sujet n'existe pas. Il y a une délégation russe qui est allée à Ankara, qui est repartie sans aucun accord. On dit aujourd'hui que le président Poutine devrait parler au président Erdogan, mais ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas réussi à se parler au téléphone. Donc on voit que sur ce point-là, ils n'arrivent pas à dialoguer, alors que la Russie et la Turquie ont des intérêts stratégiques importants, en particulier dans l'énergie et dans d'autres domaines. Donc je pense que... La Russie et la Turquie qui sont partenaires commerciaux importants. La Russie qui a fait des ventes d'armes. Tout à fait, alors vous avez raison. Dans l'énergie, mais aussi pour la Russie, c'est une victoire fantastique d'avoir un allié de l'OTAN qui travaille avec la Russie. Donc ça, c'est un point majeur pour la Russie. Et je ne pense pas qu'Idlib le vale. Maintenant, effectivement, le problème des réfugiés reste sur la table. Les réfugiés, justement, Sofia Amara, on doit craindre une crise humanitaire de très grande ampleur. Depuis fin décembre, plus de 700 000 personnes déjà ont été déplacées. Oui, et même avant, mi-décembre, la crise est déjà là. Ce qui est à craindre, en effet, c'est qu'elle ne s'aggrave. Il y a 700 000 personnes déplacées qui sont prises en étau entre la Turquie hermétiquement fermée et les forces syriennes qui tentent de déloger à la fois les rebelles et les djihadistes de cette dernière grande poche qui échappe au pouvoir de Damas. Et donc la crise existe, la situation est absolument dramatique dans une période de grand froid en Syrie et il y a des récits qui sont absolument déchirants concernant ces civils qui sont complètement otages de ce conflit qui n'en finit pas. Des civils qui souvent avaient déjà fui la Ghouta orientale. Oui, beaucoup de ces civils en fait sont des familles des combattants qui ont quitté la Ghouta, qui ont quitté Alep, qui sont allés à Idlib. Et le problème c'est que s'ils ne peuvent pas aller en Turquie, lorsque l'armée de Bachar el-Assad va prendre ces positions-là, le tri, pardonnez-moi ce mot un peu dur, mais le tri va être extrêmement difficile. Parce que comment arriver à tirer de là des civils qui finalement accepteront de revenir dans les zones parce que le gouvernement sera en place, alors qu'ils ont été opposants.
et dont beaucoup ont été opposants par les armes. Donc ça va être extrêmement difficile à régler ce problème. Sophia Amara, j'aimerais qu'on parle encore de la Turquie et quid de la question kurde. Si les Turcs, justement, partent de cette région d'Idlib à terme, qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'il y a un deal avec la Russie sur ce point? Il n'est pas très clair, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés à communiquer. Comme on le disait à l'instant, ils ne sont pas tombés d'accord lors de le deuxième round de négociations, de discussions hier, qui a eu lieu entre Ankara et la délégation russe, au moment même où justement les échanges de tirs et les bombardements ont eu lieu entre Syriens et Turcs. Et c'était le deuxième round de négociations. Il y en avait eu un samedi dernier. Donc aujourd'hui, les Turcs sont dans une situation compliquée parce qu'évidemment, ils voudraient rester, mais est-ce qu'ils ont la capacité de payer le prix de garder leurs forces sur place? Cela dit, ils ont tenté d'arabiser les zones kurdes pour justement créer cette fameuse zone tampon pour protéger la partie sud de la Turquie. Mais les Turcs, à ce jour, ne sont pas complètement satisfaits de leur entreprise. Et puis l'Iran, on n'en a pas beaucoup parlé. L'Iran qui est également allié du régime de Bachar el-Assad et de la Russie. L'Iran qui a tenté de jouer les médiateurs en mettant en garde Ankara, qu'on voit encore une fois isolé sur le terrain. Jamais. Mais vous avez raison, l'Iran apparaît moins en première ligne aujourd'hui. Simplement sur la question kurde qui vient d'être traitée, je crois que les Russes ont réussi quelque chose là, c'est que souvenez-vous de la zone initiale que les Turcs voulaient avoir, elle a été beaucoup réduite. Et donc les Russes ont réussi à obtenir que, la zone soit réduite, que deux, ils en soient les garants en faisant des patrouilles le long. Alors certes, en mettant des populations arabes à la place des Kurdes, il y a eu un véritable nettoyage ethnique qui a été fait. Mais ce nettoyage ethnique a été limité sur une petite zone. Et donc, il reste une grande zone quand même pour le Kurdistan, enfin pour le Rojawa, comme on l'appelle là-bas, dans laquelle les Kurdes, eux, doivent passer un accord. En revanche, avec Bachar el-Assad, avec le gouvernement de Syrie, qui a repris autorité sur cette région. Le gouvernement de Bachar el-Assad qui à présent a repris le contrôle de 70% du territoire syrien. Qu'est-ce qu'il en est des 30% restants, Sophia Amara ? Eh bien, c'est surtout cette région. En fait, les djihadistes, puisque c'est la force la plus importante aujourd'hui qui garde ces poches de résistance, tiennent la moitié de la province d'Idlib et les zones alentours dans les provinces d'Alep et du côté de Ladekhiye. Par conséquent, c'est cette grosse poche de résistance. Et dans le désert, vers la frontière irakienne, il y aurait encore des résidus djihadistes après l'effondrement du prétendu califat islamique. Vous vous rappelez, c'était à Baghouz en début 2019, donc il y a près d'un an. Ce qui se passe en ce moment dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ça montre encore une fois, c'est l'illustration que les Occidentaux sont totalement hors jeu. Aujourd'hui, en Syrie, on n'en parle même plus. Non, mais vous avez raison, on n'en parle même plus. Les Occidentaux se sont trompés de camp, j'allais dire. On peut en discuter, mais les Russes, eux, ont choisi de soutenir diplomatiquement, militairement, et en mettant tout le poids de leurs forces armées là-dedans pour Bachar el-Assad, en disant si Bachar el-Assad s'écroule, ce sont des djihadistes, ça va être la chienlit, pour reprendre un terme bien connu dans la région, alors que les Occidentaux ont commencé par équiper des mouvements qui petit à petit ont basculé du côté des djihadistes. Et puis, il y a eu la fameuse affaire des armements chimiques, vous vous souvenez, de cette opération qui a été arrêtée au dernier moment, qui avait été proposée par la France. Les Britanniques et les Américains ont décidé de ne pas le faire. Et là, pour le coup, ça a été fini, puisque la ligne rouge a été franchie et que rien n'était fait. Donc, les Occidentaux sont vraiment complètement en dehors du circuit de décision qui est maintenant entre les mains, essentiellement de la Turquie, de la Russie et de l'Iran. Vous avez raison. Et Sophia Amara est sur le terrain, ces Occidentaux, ils sont encore présents par l'intermédiaire de forces spéciales ou bien aujourd'hui ils ont quitté la Syrie ?
Oui, mais c'est dérisoire, surtout depuis l'effondrement ou la fin, du moins sur le côté géographique, de l'État islamique, de Daesh. Donc, mais la lecture est contestable de dire que les Occidentaux se sont trompés de camp. C'est très contestable. Les Occidentaux ont certes armé comment dirais-je, des factions rebelles qui, à l'époque, n'étaient pas du tout djihadistes et qui, elles-mêmes, ont été, et très longtemps après l'émergence de Daesh, elles-mêmes victimes de Daesh et qui ont combattu Daesh. C'est au contraire, je dirais, c'est le fait de ne pas avoir puni tout a basculé après le fameux emploi de l'arme chimique et la décision d'Obama de ne pas suivre la proposition française de mettre un terme à ces crimes en 2013. C'était donc il y a plus de 5 ans. Merci beaucoup, Sophia Amara. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau de France 24. C'est la fin de ce face-à-face.